La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité ici au Togo et hors de nos frontières. Bienvenue dans le 20h et voici le sommaire. Le Togo toujours en pole position en matière de réforme pour la promotion du secteur privé. Après le rapport d'une business, c'est le MCC qui reconnaît dans son dernier rapport les performances du Togo sur plusieurs indicateurs. Oasis, la série togolaise que je vous amènerai à découvrir en fin d'édition, une série qui donne à l'Afrique sa place et sa valeur. C'était là le sommet, place maintenant aux 20h. À Lomé, les porteurs de projets communautaires de la région maritime seront désormais soutenus, ceci à la faveur d'une signature de convention intervenue ce matin entre différents acteurs et le ministère togolais de l'Environnement. Un coup de pouce qui résulte du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et que ça a été présent lors de cette signature et voici son compte-rendu. 11 projets de développement communautaire présentés à cette rencontre. Ils font tous partie du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Ouakarezip Togo. Ces projets communautaires bénéficient de la part du ministère en charge de l'environnement d'un financement de plus d'1,5 milliard de francs CFA pour leur exécution. Notre projet intitulé « Renforcement des initiatives locales pour la lutte contre les inondations dans le village de Ido-Okwikopi » consiste à renforcer la capacité de rétention du bassin initialement construit, réaménager la piste rurale, renforcer aussi la capacité d'un déversoir en lien avec ce bassin et l'aménagement des périmètres du bassin pour développer les activités génératrices de revenus telles le maraîchage. Tel que ce projet, nous voulons faire du reboisement, parce qu'il y a une partie qui est dévastée. Avant, la forêt avait une superficie de 1400 hectares. Donc nous voulons joindre les 1400 hectares là. Il y a encore d'autres parties comme j'essaie de mettre encore, ce serait bien touffu. Nous sommes très contents d'avoir un financement pour ce travail. Si on a un financement, nous avons doublé encore de vigilance pour améliorer le travail. Et ça va aller. Ces projets, dont la convention de financement est ici matérialisée, prennent en compte la gestion des aires communautaires, la gestion durable des terres, la réhabilitation des petites infrastructures publiques endommagées, entre autres. Le gouvernement appelle les porteurs des projets à un engagement ferme pour leur bon aboutissement. La mise en œuvre des activités prévues devrait amener les bénéficiaires à mieux comprendre le lien entre le développement et la protection de l'environnement, ainsi que l'impérieuse nécessité de concilier les deux dans un contexte global de développement durable et de réalisation des objectifs de développement durable ODD. J'invite les différents acteurs impliqués dans ces sous-projets communautaires à s'engager sans réserve afin de conduire la mise en œuvre du projet conformément aux orientations stratégiques définies. Un mécanisme de contrôle de l'exécution physique et financière va être mis en place à cet effet afin de garantir l'efficience et l'efficacité de la gestion des sous-projets. La mise en œuvre efficace de ces sous-projets devra contribuer non seulement à lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi venir à bout de la pauvreté. Autorités politiques, administratives et religieuses sont invitées à s'impliquer dans leur exécution. Gros point dans cette édition sur les femmes, les Togolaises surtout. L'on aurait remarqué qu'elles sont battantes, entreprenantes et prêtes pour le développement de leur pays. Alors, voyons de plus près la participation de la femme togolaise au rayonnement du secteur privé. Et c'est avec, et c'est la clé.
Représentant 51% de la population, les femmes togolaises ont toujours marqué l'économie nationale depuis les années 70, surtout avec l'histoire des nanabins. De nos jours, 74% des femmes en milieu urbain sont dans le commerce et les services. 96,4% de ces femmes exercent dans l'informel. Le chiffre d'affaires des 3,6% exerçant dans le formel est de 70 milliards de francs CFA. Un manque à gagner pour l'État, d'où la nécessité d'échanger sur le rôle de la femme togolaise en tant qu'actrice de développement du secteur privé. Le rôle de la femme togolaise dans le développement du secteur privé ne doit plus se confiner à l'informel. Il faut que la femme togolaise prenne de la visibilité par rapport à l'activité qu'elle mène. Il faut des financements, il faut former nos mamans, nos sœurs à mieux gérer leur structure. Il faudrait mettre en place un comité pour accompagner ces femmes-là, les écouter et voir leurs attentes, leurs préoccupations, afin de leur fournir cas par cas des solutions adaptées à leur type d'activité. Impôts, douane, contrefaçon, concurrence semblent être les freins à la pleine participation des femmes entrepreneurs à l'économie nationale. Pourtant, toutes les dispositions sont aujourd'hui prises pour faire d'elles des entrepreneurs accomplis avec, entre autres, l'octroi des 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs qui ont compris que seul l'entrepreneuriat, surtout des femmes, peut venir à bout de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. La semaine du secteur privé, on en parle toujours et dans cette édition avec la thématique l'adéquation entre la formation et l'emploi. Quelle stratégie alors pour la réussite du PND de Douaré pour des éléments de réponse? Quelle formation pour atteindre les 500 000 emplois voulus par le Plan national de développement PND? La problématique de l'adéquation entre formation et emploi se pose. Les différentes pistes sont explorées ici entre experts et les stratégies à adopter concernent aussi bien le secteur privé que le gouvernement qui ont un ensemble de rôles à jouer pour résoudre l'équation. Pour que nous tous, acteurs, formateurs, employeurs, apprenants, nous puissions comprendre la nouvelle dynamique que nous voulons insuffler à notre système d'enseignement, de sorte que on ne forme plus pour un concours, mais on forme pour que toute l'économie puisse vraiment bénéficier de ces compétences-là qu'on va développer dans les écoles. Il faut peut-être renforcer aussi les cadres existants de dialogue entre le secteur de l'emploi général, à la fois public et privé, et le secteur de la formation publique et privée. De sorte que le secteur de la formation plutôt écoute les besoins du secteur de l'emploi et essaie de transformer en permanence les offres de formation pour atteindre l'adéquation que nous recherchons. Le Togo, à travers son PND, notamment l'axe 2, a bien mis en place la stratégie et l'orientation. Ensuite, nous, ici, nous sommes des partenaires techniques et financiers et nous venons accompagner le Togo à mettre en place justement sa stratégie avec les meilleures pratiques pour savoir exactement quel type de formation on a besoin et comment en fait adapter ça aux besoins du marché et à l'accès au marché. Les problématiques liées à l'adéquation entre formation et emploi sont de divers ordres. Pas de pratique professionnelle dans plusieurs filières, manque d'équipements pédagogiques, méthodes d'enseignement peu modernes. Il est également constaté que les apprenants se concentrent dans les filières non porteuses. Le travail à faire est énorme et selon les panélistes, il faut adapter le système éducatif à l'environnement socio-éducatif, identifier les corps de métiers porteurs. Les multiples actions du gouvernement pour corriger ces manquements sont ici élucidées. Dans le PND, il y a un certain nombre de projets qui sont identifiés. Et pour la mise en œuvre de ces projets-là, il faut que nous ayons de la main-d'œuvre. Donc il faut que nous commencions tôt pour que lorsque les entreprises vont commencer à s'installer, en partenariat avec elles, que nous puissions ensemble déterminer les besoins réels en termes de qualification pour leur permettre de réaliser leurs projets. Il n'y a que 6% des jeunes qui se forment en entreprise après le BEPC et l'ambition pour l'ensemble des acteurs est d'aller au-delà de 70% de formation professionnelle pour amener les jeunes à créer des entreprises et non à être des demandeurs d'emploi.
Faisons à présent un tour dans les locaux du ministère du Commerce pour découvrir ensemble le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce, une plateforme qui permet de tout savoir sur l'organisme, ses accords et surtout sur le commerce extérieur. Visite guidée dans ce reportage signé Edem Soussoupo. Bienvenue au centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Une représentation nationale qui donne accès facile aux bases de données de l'OMC. Logé au sein du ministère en charge du commerce, ce centre se présente comme une bibliothèque ouverte au public, surtout aux opérateurs économiques. C'est un nid d'information disponible au bout d'un clic sur le www.wto.org. Vous êtes sur le site de l'OMC. Après avoir ouvert le site, vous avez l'accueil, l'OMC, nouvel événement, domaine, membre de l'OMC, documents, ressources. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc par exemple, quand vous allez, vous mettez le curseur sur domaine, vous allez voir une page qui s'ouvre. Et sur la page, vous allez voir, on a écrit marchandises, c'est-à-dire le commerce des marchandises, le commerce des services, les accords commerciaux régionaux, la propriété intellectuelle, le règlement des différends à l'OMC. Des cours en ligne sont aussi dispensés et gracieusement en 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Plusieurs bouquins renseignent également sur l'OMC qui est donc plus proche du secteur privé. Tout le monde peut venir dans le centre, les étudiants, les fonctionnaires, les opérateurs économiques. Il y a un site dédié à l'OMC et c'est sur ce site que nous travaillons. Donc sur le site, il y a tous les thèmes. Vous pouvez avoir des informations sur l'accès au marché, les règles d'origine, les obstacles techniques au commerce, les mesures de défense commerciale, le règlement des différends commerciaux à l'OMC. Il y a des cours en ligne qui sont gratuits et à la fin, ils ont 2 mois pour pouvoir valider ce cours. Le cours se présente en module et à la fin, si vous avez 60% sur la totalité du cours, donc, vous pouvez avoir un certificat signé par le directeur général de l'OMC. Le centre de référence de l'OMC existe il y a 7 ans déjà. Il a subi des travaux d'aménagement et est opérationnel depuis 1 semaine. Le ministère du Commerce est l'interface entre le pays, le Togo, et l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est à ce titre que l'Organisation mondiale du commerce a installé ce centre au niveau du ministère du Commerce pour servir de plateforme. Les pays font des notifications, par exemple, base de données, les notifications sur les données tarifaires, les statistiques d'importation et autres. Donc, un opérateur économique qui a besoin de ces données pour pouvoir faire ses affaires et prévoir ce qu'il peut importer ou exporter dans tel pays ou tel autre peut venir au niveau du centre et avoir accès à ces données. Le centre offre ses services tous les jours ouvrables à partir de 7h30. L'accès est libre. Après les belles performances du Togo dévoilées par la Banque mondiale à travers son rapport Doing Business 2020, c'est au tour du Millennium Challenge Corporation MCC de livrer les progrès du Togo, une 17e évaluation qui notifie que le Togo a validé plusieurs indicateurs et maintient le cap après 4 fois durant. Dodo Waré pour nous en dire davantage. De 5 indicateurs validés en 2014, le Togo en est aujourd'hui à 14, soit 9 indicateurs de plus validés en 6 ans. L'examen des performances réalisé par le Millennium Challenge Corporation MCC pour la période 2019-2020 indique que le pays a maintenu le cap pour la 4e année consécutive dans les critères d'éligibilité au programme Compact américain. 3 grandes catégories d'indicateurs validés par le Togo en matière de bonne gouvernance, de liberté économique et l'investissement dans le capital humain. Les prouesses du Togo dans l'indicateur bonne gouvernance sont liées au contrôle de la corruption, à la liberté d'information, les libertés civiles et l'état de droit. En ce qui concerne l'investissement dans le capital humain, le MCC relève que le Togo a investi dans l'éducation primaire, le taux d'achèvement des filles au cycle primaire et la protection des ressources naturelles.
En matière de liberté économique, le Togo a validé, selon les Américains, l'indicateur de l'inflation de la politique budgétaire, du genre dans l'économie, des droits fonciers, l'accès au crédit et à la création d'entreprises. Alors que le Togo a fait de belles performances dans le rapport Doing Business 2020, le score du Millennium Challenge Corporation vient traduire une fois encore la vision, l'ambition et la volonté politique du pays portée au plus haut niveau par le chef de l'État à travers des réformes dans plusieurs domaines stratégiques. Il s'agit entre autres de l'amélioration du climat des affaires, l'assainissement des finances publiques, le renforcement des infrastructures économiques, la modernisation de la justice, la promotion des libertés publiques et politiques, le renforcement des secteurs sociaux et la protection de l'environnement. Le Togo a bénéficié déjà d'un financement du MCC depuis son éligibilité au programme Seuil et ses performances ne font qu'amener le pays progressivement vers le programme Compact pour bénéficier de gros investissements et mettre en œuvre des projets pour le bien de la population. Hors de nos frontières, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés ce vendredi à Niamey au Niger en un sommet extraordinaire pour parler une fois de plus de la crise politique en Guinée-Bissau. L'organisation sous-régionale semble ne pas être d'accord avec la démarche récente du président José Mario Vaz de changer son premier ministre à quelques semaines de la présidentielle prévue pour le 24 novembre prochain. Le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé est sur place à Niamey où il prend une part active aux travaux. Je vous propose ici en image l'arrivée du chef de l'État togolais dans la capitale nigériane. Là, vous venez de voir l'arrivée du chef de l'État à Niamey au Niger. Et toujours à Niamey au Niger, après l'ouverture des travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont débattu à huis clos des rapports élaborés par la commission en Guinée-Bissau. Le président Mahamadou Issifou, président en exercice de la CEDEAO, à l'ouverture des travaux, a mesuré l'ampleur de la crise et dit compter sur ses pairs pour permettre à la Guinée-Bissau de retrouver sa stabilité politique. Le président Faure Gnassingbé prend une part active aux travaux. Alors, à la tête de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, avait été à la manœuvre pour convaincre le président bissau-guinéen José Mario Vaz de faire bouger les choses. Un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, à Kara, les universitaires évaluent leur rapport d'activité sur la période 2016 à 2019. Qu'est-ce qui est fait et quels sont les défis qui restent à relever? Le récit dans ce reportage de Nestor Mouzou. L'exercice a consisté pour le président de l'université de Kara de dresser le rapport des activités menées depuis son arrivée à la tête de l'institution. Le professeur Sanda a pris fonction le 25 mars 2016. Il a entamé donc sa 4e année de présidence. Le rapport fait état de progrès réalisés à plusieurs niveaux. Avec l'ensemble de la communauté universitaire,
nous avons pu enregistrer quelques progrès. D'abord, en matière d'amélioration de la gouvernance universitaire, le fonctionnement des facultés, l'assainissement de la gestion des finances de l'université. Nous avons accru notre consommation du budget. Pour la pédagogie, beaucoup de filières à finalité professionnelle ont été créées pour améliorer les chances d'insertion des diplômés. Dans la mise en œuvre de la réforme licence, master, doctorat, de 2016 à aujourd'hui, nous avons complété les 2 grades qui manquaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le grade master, il n'y avait pas le grade doctorat. Et aujourd'hui, ces choses faites, les étudiants qui le souhaitent ne sont pas obligés de s'expatrier nécessairement. Pour la recherche, nous avons aussi amélioré les arrangements institutionnels à travers la création d'une direction de la recherche chargée de la coopération et des partenariats, en même temps que nous avons codifié la création des structures de recherche. Des innovations sont aussi intervenues en matière d'infrastructure et de vie estudiantine. Nous avons réhabilité beaucoup de bâtiments au campus sud qui a été clôturé, et au campus nord, 3 nouveaux bâtiments ont vu le jour. Et la grosse innovation aussi de ce côté, c'est que désormais la présidence de l'université de Kara se trouve au campus nord, dans les locaux propres de l'université. Concernant la vie estudiantine, un espace restauration libre a été aménagé au campus sud. Nous avons amélioré les moyens de transport pour les étudiants à travers l'acquisition de nouveaux moyens et la réhabilitation des bus qui étaient en panne. La présidence de l'Université de Kara a également travaillé à améliorer le cadre du dialogue qui permet l'écoute des étudiants. Un programme Campus Citoyen a été mis en place, programme qui donne l'occasion à l'université d'interagir avec les communautés. En 3 ans, beaucoup de choses ont été donc réalisées. Le président a encouragé la création des laboratoires. Il y en avait très peu. C'est une bonne chose parce que ça permet d'accompagner le plan pédagogique. Sans laboratoire, on ne peut pas faire de la recherche, on ne peut pas trouver du nouveau. Sur le plan du CAMES, on ne peut pas progresser dans sa carrière si on n'appartient pas à un laboratoire. Les défis demeurent nombreux pour que l'université de Kara se hisse au rang d'un pôle universitaire majeur. Mais le projet phare des autorités de l'institution, c'est celui de la mutation numérique pour la digitalisation de la pédagogie et de certaines prestations. La digitalisation permettra aux étudiants, où qu'ils se trouvent, de pouvoir prendre un cours à distance. L'implication des 17 objectifs de développement durable dans les systèmes d'enseignement au Togo. Le sujet fait l'objet d'une formation au profit des enseignants de l'École nationale d'administration. Le récit avec Dodo Wari. L'ENA, École nationale d'administration, intègre les ODD dans sa mission de formation initiale des hauts fonctionnaires de l'État. Les enseignants de l'ENA ont donc pour obligation de maîtrise des différentes cibles de l'ODD, notamment la réduction de la pauvreté, l'accès aux services de base, le développement économique, l'accès à tous à une éducation de qualité. Ainsi, ils seront aptes à transférer des compétences nécessaires sur les ODD aux différents agents publics. C'est extrêmement important pour l'École nationale d'administration d'intégrer dans son programme de formation les ODD pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque les intervenants sont bien sensibilisés sur les objectifs de développement durable, cela aide à la compréhension d'un public beaucoup plus large, notamment les étudiants en formation initiale qu'en formation continue. De 2, lorsque c'est bien compris, ça facilite aussi la mise en œuvre
de l'activité quotidienne de tous les agents publics. Les 17 objectifs et les différentes cibles ainsi que leur articulation seront développés au profit des formateurs de l'ENA. L'enjeu est d'amener les diplômés sortant de l'ENA à une implication significative dans les politiques et programmes de développement en lien avec les ODD et conformément aux objectifs fixés dans le Plan national de développement PND. La formation est entièrement financée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et le constat est que malheureusement, souvent, ces administrations n'ont pas accès à des cours adaptés en matière de développement durable dans les écoles nationales d'administration. Et c'est face à ce constat que la francophonie a décidé d'accompagner les écoles nationales d'administration publique de pays membres à intégrer le développement durable dans leur curricula de formation. Et il se trouve que le gouvernement du Togo, à travers son école nationale d'administration, a fait une requête à la francophonie dans ce sens-là. Et nous n'avons fait que donner suite à cette requête. Les participants vont également faire le lien entre les différents programmes et plans liés aux ODD et les traduire dans leur programme de formation des futurs cadres de la fonction publique. Et vous transmettre les chartes. Des valeurs civiques et citoyennes. Les nouveaux conseillers municipaux s'en approprient les notions depuis ce matin à Palimé, une campagne nationale initiée par le ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. L'étape de Palimé avec Anouk Kilio. Les conseillers municipaux nouvellement élus sont considérés comme des acteurs privilégiés dans la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Le ministère en charge de la formation civique veut les outiller sur les notions de base du civisme et de la citoyenneté et les entretenir sur leur rôle dans l'enracinement de ces valeurs dans leurs localités respectives. Une fois ces concepts appropriés par les élus locaux, ils vont pouvoir établir un lien de confiance entre eux et leur population respective. L'éducation à la citoyenneté ne se décrète pas en un seul jour. Il faut le faire et nous pensons que progressivement, surtout avec cette formation que nous allons donner aux élus locaux, nous pensons que les citoyens seront outillés et pourront effectivement vivre ces valeurs civiques et citoyennes dans notre pays. Pour le ministre Folibadji Katari, cette campagne de formation et de sensibilisation est une réponse à la recrudescence des actes inciviques dans le pays. Il est impérieux de consolider l'état de droit et de promouvoir la culture citoyenne. Et les élus locaux sont des véritables canaux de transmission de ces valeurs. Le gouvernement s'est doté d'une politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté dont le but est d'amener le citoyen togolais à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa pleine participation au développement humain durable, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essodimna Gnassingbé, de faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. C'est pourquoi une action de formation en leur direction s'avère indispensable pour les outiller, afin de leur permettre d'intégrer dans leur comportement, action, message et rapport avec leur population les valeurs civiques et citoyennes, particulièrement dans le contexte actuel de décentralisation pour une réelle contribution de tous les citoyens à la réalisation du plan national de développement. En effet, nous devons respecter tous les symboles et biens de l'État, aimer notre pays, bref, faire en sorte que nous soyons tous fiers du Togo. Les conseillers municipaux représentent les collectivités territoriales et sont élus dans le but d'agir pour l'intérêt général. Leur élection dans notre pays ouvre une nouvelle page de notre histoire, plus tournée vers le progrès, dont les signes tangibles sont visibles comme l'attestent si bien
les différentes institutions internationales dans leur classement récent. Après l'époque révolue des délégations spéciales, une nouvelle ère réformiste, plus adaptée aux exigences de la démocratie, s'ouvre pour la gestion de nos collectivités locales. La formation civisme et à la citoyenneté s'avère très nécessaire pour asseoir les bases d'une gestion saine, propice à une cohésion durable, indispensable au vivre ensemble, afin de baliser les voies d'une émergence harmonieuse dans l'intérêt de tous les citoyens. Vous mesurez sans nul doute l'importance de la présente cérémonie qui marque le lancement officiel de la campagne nationale de formation dont l'objectif est de faire des élus locaux de véritables canaux de transmission des valeurs civiques et citoyennes. Le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme veut ainsi mettre les élus locaux à contribution pour la promotion de la culture citoyenne et l'édification de la paix et le vivre ensemble. Parlons à présent de cette vaste campagne de réhabilitation des pompes à motricité humaine à travers tout le pays. Un tour dans cette édition de certaines localités de la région maritime où des ingénieurs sont à pied d'œuvre, réparent les pompes au grand bonheur des populations. Et c'est la clé pour le reportage. 295 forages équipés de pompes à motricité humaine seront réhabilités en 2 semaines dans la région maritime. Opération inscrite dans le cadre du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV initié par le chef de l'État Faure Zimna Zingbe. Ici à Tchévier, il est question pour le ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise et pour la Société togolaise des eaux TDE de donner les dernières directives aux sociétés chargées de l'exécution de cette opération. De la parole aux actes, nous sommes à Lomegnan-Kopé, une localité située à environ 10 km de Tchévier et c'est la localité choisie justement pour le lancement du programme d'appui aux populations vulnérables dans la région maritime. Et d'ores et déjà, le ministère de l'eau est à pied d'œuvre pour offrir une eau de qualité et en quantité irréprochable aux populations. Les bénéficiaires racontent leur quotidien marqué de près de 4 ans de corvée depuis que ce forage était tombé en panne et le changement désormais opéré se vit. Nous, les habitants de ce village, nous avons tellement de problèmes d'eau. Ce matin, nous sommes très fiers pour ce beau don que le chef de l'État nous a fait. Nous le remercions tellement. Que Dieu le bénisse parce qu'on n'a jamais imaginé que d'un jour à l'autre, on aura une eau potable à notre portée. Donc c'est une grande joie pour toute la population. Nous remercions le chef de l'État pour ce geste. Nous remercions le président Faure Zimna pour tous ses efforts. La réhabilitation de ces ouvrages est confiée à des techniciens expérimentés, mordus à la tâche. Ils mettront leur savoir-faire au service de ces populations vulnérables. Cette opération consiste à remplacer systématiquement l'ancien équipement par un nouvel équipement. Donc, pour ce qui concerne un kit de forage, nous avons 6 éléments. Il y a 3 éléments visibles et 3 autres éléments qui ne sont pas visibles. Nous avons le cylindre qui est en profondeur de forage, nous avons les tringles, les tuyaux. Et en partie visible, nous avons le bâti, nous avons la tête du forage et puis le déversoir. Et il faut reconnaître qu'en début de l'opération, nous avons eu à commander 1639 kits qui vont servir à remplacer tout ce que nous avons comme forage en panne sur le plan national. Améliorer de façon durable les conditions de vie des populations, surtout en milieu rural. C'est le défi que s'est lancé depuis des années le président Faure Zimna. Dans son mandat social est inscrit la gestion efficace et durable de ces ouvrages d'eau. Les autorités, en l'occurrence le chef de l'État, ne cessent de déployer les efforts pour que les populations rurales puissent bénéficier de l'eau potable, des services sociaux de base. C'est ainsi qu'il a instruit notre ministère de donner les moyens pour que nous puissions
réhabiliter tous les forages en panne sur toute l'étendue du territoire. Nous pensons qu'en 2 semaines, dans la région maritime, les travaux prendront fin. Et nous allons faire l'inventaire du matériel et voir éventuellement s'il y a d'autres forages qui sont en panne, comment nous allons pouvoir les réhabiliter au bénéfice des populations. Cette campagne a démarré en septembre dernier et a permis de réhabiliter 232 forages dans la région des Savanes, 388 dans la Kara, 264 dans la centrale et 460 dans les plateaux. Cette opération a pris corps depuis 2017 et avait, pour le compte de la première phase, permis de réparer 1559 forages. Comme quoi, chaque Togolais, où qu'il soit, doit avoir accès à l'eau potable, un droit reconnu à chaque être vivant. Découvrons à présent l'avant-première de la série togolaise Oasis. L'on met ici en exergue l'Afrique, ses richesses et ses valeurs. Abel Agaté et Sonia Menyik pour le récit. C'est une avant-première qui annonce la diffusion très prochaine sur les chaînes Canal+ de la série togolaise Oasis. Vous ne travaillez pas pour votre père? Déjà parce que je n'ai pas envie d'être notaire et encore moins de travailler pour mon père. Ah bon, pourquoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui intègre un complexe immobilier pour y faire de l'espionnage industriel. Mais très vite, elle sera confrontée à un obstacle, la présence de son ex-petit ami qui n'est autre que le patron des lieux. Alex. Pourquoi ici? L'Oasis, c'est une centaine d'acteurs venus d'une dizaine de pays de la sous-région ouest africaine, dont le Togo, avec des rôles les uns aussi captivants que les autres, le tout dans un décor atypique. J'ai des frissons parce que ce que j'ai vu, c'est du travail bien fait. J'ai aimé l'histoire. En tant qu'acteur aussi, j'ai aimé travailler sur ce projet. Le scénario, c'est original. Et j'ai joué quand même dans ce film aussi. Hein. Je suis dans l'épisode 12. Chacun se retrouve dans son rôle. Un casting qui séduit déjà plus d'un. C'est une très belle série, je recommande vraiment au public togolais, au public africain en général de la regarder et j'espère qu'ils adoreront autant que moi. C'est une superbe série avec une équipe formidable qui a travaillé très dur. Donc je tiens à féliciter cette équipe pour cette production et tous les partenaires qui ont eu à faire ce travail pour rehausser le Togo dans le cinéma. L'Oasis, c'est aussi cette volonté de montrer un autre visage de l'Afrique en général et du Togo en particulier, avec leurs différences, mais surtout avec leurs richesses culturelles. J'ai travaillé dans un complexe aux États-Unis en tant que gestionnaire de résidence, ce que les personnages principaux font. Et donc j'ai rencontré plein de locataires excentriques, comme vous en verrez dans la série, qui m'ont beaucoup marqué. Et donc je me suis dit que ce serait bien, puis ce concept de cour commune qu'on a en Afrique, ce serait bien d'avoir quelque chose de similaire ici au Togo. Souvent, ce qu'on montre aux étrangers du Togo ou même de l'Afrique en général, c'est toujours le misérabilisme, c'est toujours, voilà, chez nous ça n'avance pas, c'est lent. Et je voulais montrer que, oui, on a de belles choses, on a des artisans. J'ai mis en valeur des artisans au sein d'Oasis, soit pour les costumes, soit pour les décors. J'ai mis en valeur des talents, des comédiens qui ont travaillé dur, qui ont montré qu'en travaillant, on peut arriver à un niveau international. Donc, encouragez-nous, regardez la série, parlez de la série. La série Oasis est composée de 20 épisodes de 26 minutes et sera diffusée le lundi 11 novembre prochain sur les chaînes Canal Ouest et Centre à partir de 20h. Il prend fin cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée à votre chaîne à l'heure du journal. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.